fait maintenant presque un mois qu'on connaît ces bombardements et je le redis, enfin je le dis là, rien ne peut justifier ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Voilà, absolument rien. C'est terrifiant, c'est une punition collective, une politique de vengeance sanglante qui va s'arrêter où ? Où est-ce que cela va s'arrêter ? We are living in a reality in which the more Israelis breathe, the more Palestinians choke. I cannot empathize with the need of Israelis to breathe more, because this means that I will choke more. Je ne suis pas d'accord pour qu'on interdise. Il est interdit d'interdire des manifestations, surtout que l'argument qui est utilisé, je ne le comprends pas. C'est-à-dire trouble à l'ordre public, je ne le comprends pas. Trouble constitutionnel, je ne le comprends pas. Je veux dire, les gens ont droit de crier « Vive la Palestine ». Tout soldat, toute soldate devant le checkpoint, il peut humilier un Palestinien d'une façon aléatoire, pour des raisons de faciès, pour des raisons de papier, pour des raisons de cigarettes, pour des raisons d'habits. 3 ou 4 soldats ils décident par exemple de déshabiller des personnes parce qu'ils estiment que peut-être ils avaient des ceintures explosives. Tout est permis, quoi. Et c'est ce sentiment d'être regardé, filmé, enregistré, fouillé, humilié, rendent la vie insupportable en Palestine. il faut voir qu'un peuple emprisonné, humilié, assassiné, exécuté, moqué, et pire encore que tout, victime de l'indifférence des bien-pensants, et ayant conscience de cette indifférence, ayant conscience que le fait d'être abattu par des colons en Cisjordanie ne soulève aucune remarque de la part des gouvernements occidentaux, ça donne plus que de la haine, ça donne de la rage. Et la rage nous mène aux confins de l'inhumain. Et c'est bien cette tragédie qui est en train de se construire. Moi, je me sens mis en danger par Israël. Il se trouve que je suis né à Jérusalem, que je suis d'origine israélienne, que je suis juif, ce dont je ne fais pas un argument le moins du monde. Mais puisqu'on parle là à un niveau personnel, ça ne me donne aucune légitimité, ça me met dans aucune position singulière. Simplement, du point de vue de ma propre perception, je me sens mis en danger. Et je pense qu'Israël, c'est pour ça que je ne me définirais même pas comme pro-palestinien, parce que je pense qu'Israël mène une politique suicidaire et que le nihilisme israélien entraîne avec lui le nihilisme de cette région. Et le nihilisme du Hamas est une sorte d'image en miroir de cette fuite en avant terrifiante dans laquelle Israël est engagé depuis maintenant des dizaines d'années. C'est une tragédie qui se joue là-bas, et c'est une tragédie dont tous les habitants de cette région risquent, in fine, de faire les frais. Je vais vous dire, moi, comme juive, j'en ai rien à foutre de la culpabilité des Européens. Franchement, j'en ai rien à faire de la culpabilité des Européens. C'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'écraser un peuple pour faire plaisir aux Européens et pour les débarrasser de leur culpabilité, ou pour avoir une avancée occidentale dans le Moyen-Orient. Est-ce qu'on a le droit de faire ça, oui ou non? Le reste, c'est de la vomissure d'inconscient, mélangé de colonial et mélangé d'antisémitisme. Ça met en danger la planète entière. Personne ne va se relever indemne de ça. Ni les puissances occidentales qui vont être haïes par le 1,5 milliard de musulmans et encore beaucoup d'autres qui ne sont pas musulmans mais qui les détestent. Dans le sud global. Les juifs qui seront détestés parce qu'on leur a permis de faire ça. La tragédie, elle est pour les deux peuples, je tiens à le dire. La tragédie, elle est pour les deux peuples, pour la simple... D'ailleurs, on l'a vu le 7 octobre, parce que un peuple qui en opprime un autre ne peut pas être un peuple libre. Il ne peut pas vivre dans la sécurité. Et c'est la mère expérience que les Israéliens font aujourd'hui, puisqu'ils réalisent que, en effet, ils ne peuvent pas vivre en paix en opprimant les Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et y compris en Israël, avec ce qu'on peut appeler un apartheid quand même.
think people need to imagine freedom, to develop mental pictures, mental images for moments of freedom, for moments of the end of the occupation, for moments in which the wall will fall and Israeli troops will pack their tools and get away from our doorsteps. Nous, ici, on a encore le droit de dire le mot jamais, et je voudrais le clamer haut et fort. Après l'anéantissement des populations autochtones d'Amérique, après leur avoir volé leurs terres, leur habitat, leurs ressources et les avoir parquées dans des réserves, après l'ignominie de l'esclavage, des ravages du commerce triangulaire, de la pensée suprémaciste, après l'atrocité de l'Allemagne nazie et le cauchemar abyssal de la Seconde Guerre mondiale, après le Rwanda, l'Arménie, le Congo, après l'apartheid en Afrique du Sud, après le Tibet et les Ouïghours, après Jim Crow et le Ku Klux Klan aux États-Unis, après Colbert et le Code Noir aux Antilles, peut-on enfin arrêter de détourner le regard ? Peut-on enfin regarder un génocide dans les yeux et dire « plus jamais ça ». El pueblo unido jamás será vencido. Gérald Darmanin entend bel et bien profiter du contexte créé par l'attentat d'Arras pour faire avancer des lois inquiétantes pour les libertés fondamentales. Il a relancé sa loi immigration avec laquelle il patauge depuis 1 an. Il s'agit notamment d'y intégrer des dispositions facilitant les expulsions. Par exemple, pour expulser un étranger, même en situation régulière, au motif filandreux de non-respect des principes de la République. On a eu le meurtre de Samuel Paty il y a 3 ans, on a eu le meurtre de Agnès Lassalle là plus récemment, dont on parle moins, mais qui est également emblématique. Et tout ça, ça s'inscrit voilà, dans une période qui est difficile. Et nous, ce qu'on a regretté sur cet hommage, c'est que très vite, il est devenu aussi une offensive sécuritaire. C'est-à-dire qu'on a à peine eu le temps de concertation, de réflexion entre collègues. Il y avait des policiers devant les établissements scolaires, un contrôle des sacs récurrent, et que finalement la discussion pédagogique à avoir avec les élèves, elle est complètement passée au second plan. Comment on peut justifier que dans un pays, il y a simultanément 330 000 SDF et plus de 3 millions de logements vacants, alors que visiblement le gouvernement a la possibilité de réquisitionner des logements? C'est ce qu'on appelle le nettoyage social. J'ai du mal à y croire, mais apparemment c'est ce que nous propose donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Les migrants et les précaires sont expulsés de Paris et de l'Île-de-France, et le message est clair, c'est cacher cette misère que je ne saurais voir. On a des multinationales qui, depuis une dizaine, quinzaine d'années, transfèrent, délocalisent même artificiellement une grande partie de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Donc on estime dans le rapport que c'est 35-40%. C'est 1000 milliards de bénéfices, 1000 milliards de dollars en 2022 de bénéfices qui ont été délocalisés dans les paradis fiscaux. Ça provoque des pertes de plusieurs centaines de milliards de dollars pour les États à travers le monde. C'est ça le vrai scandale en fait qui est sous nos yeux. C'est que tout ça est légal et que tout le monde le voit et que personne ne dit rien parce que c'est légal. Quand vous regardez par exemple les dirigeants européens, ils ont fait une liste des paradis fiscaux. Dans les paradis fiscaux, ils n'ont pas mis l'Irlande, ils n'ont pas mis le Luxembourg, ils n'ont pas mis Malte et ils n'ont pas mis les Pays-Bas. Donc ils mettent des îles Vierges, les îles Caïmans, etc., mais ils ne mettent pas des pays de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier déni. Quand on regarde les dirigeants politiques chez nous, les dirigeants politiques, vous regardez le CAC 40, le CAC 40 a plus de 1500 filiales dans les paradis fiscaux. Normalement, les dirigeants politiques devraient les interroger, leur demander pourquoi ils ont des filiales et qu'est-ce qu'elles font là-bas. Faut justifier quand on est... non, on fait comme si de rien n'était. On s'est levé contre la réforme des retraites à 64 ans. Il faudra se lever pour revendiquer nos droits et de façon bien plus puissante, bien plus déterminée, y compris en recourant à la grève, qui est le rapport de force qui permet de véritablement s'imposer face au grand patronat. Donc c'est ça notre perspective. Sans quoi, bien sûr, ils avanceront. Ils avanceront parce que dans une période comme ça de crise, d'incertitude, aussi de marche à la guerre, parce que c'est ça qui est en fond quand on pense à ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe entre la guerre économique entre la Chine et les États-Unis. Donc on sent qu'il y a toute une période, comme toute une situation où finalement le grand patronat, il veut prendre le maximum. Voilà, il nous le fera payer tout ça. Il nous le fera payer. Donc il faut réaliser qu'en face de tout ça, oui, il faudra compter sur personne d'autre que nous-mêmes, notre conscience et notre capacité de nous rassembler pour nous battre pour une toute autre société.